Salut à tous et bienvenue à ce premier numéro de Tribune Culturelle, votre magazine 100% culture. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir en compagnie de la grosse équipe de production qui m'accompagnera désormais une fois par mois pour vous proposer le meilleur de la culture dans toute sa diversité. Des interviews, des reportages, des enquêtes, des focus et bien d'autres rubriques feront le fil conducteur de cette nouvelle émission, initiée bien évidemment par la division des programmes de votre télévision nationale. Cinéma, théâtre, arts plastiques, littérature, mode, danse, musique composent les différentes rubriques de cet espace culturel et cela en 2 quarts d'heure. Madame, Monsieur, amis du monde de la culture, cette émission vous est alors destinée et nous osons espérer en tout cas que nous ferons chemin ensemble une fois par mois pour vous proposer ce qu'il y a de culturel au Mali et pourquoi pas ailleurs. Avant justement d'entrer dans les vifs du sujet, je vous propose de regarder le sommaire de ce premier numéro de votre tribune culturelle. C'est avec Salimata Dao. Dans ce premier numéro des tribunes culturelles, vous aurez du théâtre à travers une pièce baptisée Alate Sonoro, Dieu ne dort pas. Une œuvre prémonitoire inspirée de la vie socio-professionnelle du directeur de Blomba, Alioune Ifrandiaï. Notre équipe de reportage a assisté à cette ultime représentation dans ce magnifique décor avant la fermeture de la structure. De la photographie en marge de l'ouverture de la 4e édition du Jazzy Koumbe Festival que notre capitale a accueilli du 2 au 5 mai dernier. L'événement qui est une initiative de l'association culturelle Nyoro Koumbe et ses partenaires avait pour cadre l'Institut français du Mali. Nous ferons également un tour au flanc de la colline du Point G pour aller à la découverte du conservatoire multimédia Balafaségué Kouyaté de Bamako. Une école multidisciplinaire qui fête aujourd'hui la fierté de notre enseignement depuis sa création en 2003. Le 7e art sera aussi au rendez-vous de ce premier numéro de cette émission 100% culture. Et c'est Toile d'araignée, le film long métrage du réalisateur malien Ibrahima Touré, qui sera à l'affiche ce soir. Un film qui nous fait revivre des pages sombres des dictatures africaines. L'œuvre est inspirée du roman autobiographique du professeur Ibrahim Ali. Voilà un sommaire commenté par Salimata Dao et préparé par toute l'équipe rédactionnelle de cette émission, une équipe composée d'un panel de journalistes sous la houlette de Ibrahima Djombele en synergie avec nos collègues de la technique et de la réalisation dirigée par Oumar Traoré Bébé. Le premier reportage de ce premier numéro de Tribune culturelle est consacré ce soir au 7e art, j'allais dire le cinéma, projeté en avant-première il y a quelques mois à la salle Babemba de Bamako, le film long métrage Toile d'araignée fait en ce moment le tour du Mali et du coup balise de nouveau le chemin des salles sombres à travers donc une série de projections au Palais de la Culture Amadou, en Patapa de Bamako, à l'Institut français du Mali, à Ségou, à Mopti et à Nyono, là où une bonne partie de ce film a été tourné. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'espoir pour la production cinématographique dans notre pays renaît. Toile d'araignée, cette œuvre qui dure 92 minutes, est inspirée du roman autobiographique du professeur Ibrahim Ali, adapté au cinéma par le réalisateur malien Ibrahima Touré. Un film qui nous fait revivre des pages sombres des dictatures africaines ainsi que le mariage forcé d'une jeune paysanne à un vieux qui a l'âge de son père. Pour en savoir davantage, suivez plutôt ce reportage signé Batassi. L'adaptation cinématographique de Toile d'araignée du roman autobiographique que publie le professeur Ibrahim Ali au bout de ses pénibles années de détention est un film qui nous fait revivre des pages très sombres des dictatures africaines. Des moments qui ont scellé le destin de nos peuples avec surtout le musellement des voix de conscience et l'écrasement brutal de toute velléité de contestation. C'est un devoir de mémoire. Devoir de mémoire parce que quand les événements s'est passés, j'avais 19 ans, 20 ans, étudiant. Donc on a connu ces professeurs-là. Ce nom du 2 juin 1974 qui a valu à tous ces patriotes d'aller en prison. Au-delà du martyr d'Ibrahim Ali, interprété par Boubacar Belko Diallo dans le rôle de Yoro, le film en soi s'avère un cinglant témoignage à charge de l'intellectuel contre la démesure de l'autorité.
Toile d'araignée nous raconte aussi les mésaventures de Mariama, cette jeune paysanne outrageusement violentée et incarcérée par les siens pour son refus de soumission. J'ai été très émue, c'était comme si ce n'était pas moi qui jouais parce que je le regardais avec l'œil du public. Je ne me voyais pas en tant que Viviane mais en tant que Mariama. Et je partageais la souffrance des femmes qui ont été données au mariage forcé. Au fond de cette chronique d'un séjour en prison, l'auteur du film met à nu la mécanique de la violence institutionnalisée qui déshumanise la personne. Toile d'araignée nous replonge aussi dans le débat de la légitimité de la gouvernance ainsi que la violation systématique des libertés démocratiques par des régimes d'usurpation dans les années 70. Ce qu'on a envie de dire en sortant de cette projection, c'est plus jamais ça dans notre pays. Et c'est peut-être le message que l'auteur du film, les autorités du pays, ont voulu passer. En tout cas, la famille d'Ibrahim Ali, ses compagnons qui sont encore vivants, ils ne sont pas très nombreux, ils ne peuvent que s'en féliciter. Ce film est un témoignage fidèle de certains moments que nous avons vécus dans ce pays et dans d'autres. Une certaine époque au Mali, où nous avons vécu sous un régime dont vous venez de voir certains des aspects. Et je vous assure que je l'ai regardé avec beaucoup d'émotion. J'ai regardé un peu mes compagnons de prison, parce que j'ai fait moi aussi la prison. Et ce que nous avons vu n'est pas loin de la réalité. Elle est même parfois en deçà. Un mois après l'avant-première, le film va à la conquête du grand public. Et cette affluence à l'entrée du Palais de la Culture Amadou en Patéba de Bamako en est l'illustration parfaite. Cela s'appelle l'engouement des cinéphiles maliens qui retrouvent les salles de projection. Chose pas évidente depuis belle lurette, en tout cas à Bamako. Un abandon des salles imputable certainement à l'avènement des nouvelles technologies et autres moyens de diffusion du cinéma. Cependant, les professionnels du secteur ne baissent pourtant pas les bras pour la production cinématographique. Ce que le Centre national de cinéma est en train de faire, c'est se déplacer en cinéma ambulant et montrer ce film à travers le pays. Ce qui est sûr, c'est que le numérique ne peut pas remplacer le cinéma. Parce que le cinéma et le numérique, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on va dans une salle de cinéma pour voir un film, les conditions d'écoute, de visu n'est pas la même chose que si on est assis à la maison, on regarde ça sur un poste téléviseur. Les conditions ne sont pas les mêmes, les images n'ont pas la même qualité, ce n'est pas le même environnement. Ce qu'il faut aujourd'hui, concrètement dans le pays, il faut que le Mali puisse avoir des salles de cinéma. Sans salle de cinéma, il n'y a pas de cinéma. S'il y avait des salles de cinéma, peut-être on pouvait conjuguer, chercher une stratégie, comment est-ce qu'il faut appeler le public malien à aller au cinéma. La projection de ce film long-métrage, intitulé Toile d'araignée, balise de nouveau le chemin des salles sombres. Ça fait à peu près 5 ans que je ne suis pas venu voir le cinéma, mais j'ai vu le Toile d'araignée à la télé, donc je suis venu voir. C'était émouvant, c'était bien, ça veut dire que l'industrie du cinéma malien a le vent en poupe. Les cinéphiles bamakois renouent ainsi avec les salles de cinéma pour vivre sur grand écran ce film qui nous fait revivre des moments pénibles de l'histoire politique de certains pays africains. J'avoue que j'ai été profondément subjugué par ce que je viens de voir tout de suite. Et Toile d'araignée, j'ai lu auparavant le roman, mais quand j'ai vu que c'était en projection aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut venir voir de fait ce qui s'est passé, puisque ça retrace quelque part l'histoire, une partie de l'histoire de notre pays. Comme vous voyez, je suis encore en larmes. C'est tout simplement un film, mais j'ai versé les larmes parce que je me dis que de telles atrocités ont existé et existent encore sur cette planète. C'est ce qui fait que je suis encore en larmes. C'est un bon film. Qu'est-ce qui t'a marqué?
c'est lorsque le policier a tiré sur la fille. Toile d'araignée, une histoire de vie tristement célèbre, portée sur écran plus de 3 décennies après, un devoir de mémoire pour le réalisateur qui semble aujourd'hui avoir atteint 2 objectifs. 1. Toucher la sensibilité, la conscience de ses concitoyens, c'est gagner. 2. Redonner vie à l'ambiance des salles de cinéma, c'est un fait. Je suis énormément satisfait. C'est quand on voit vraiment l'abandon des salles par les cinéphiles. Aujourd'hui, vous voyez ce monde, on a fait 3 jours et puis ça va crescendo. Donc le premier jour, on avait 300 personnes, le deuxième jour, on a doublé. Aujourd'hui, on a triplé et on espère qu'on va encore monter. Ça veut dire que déjà, il y a un engouement pour la chose culturelle. Ça nous fait chaud vraiment au cœur. Si réellement ça pouvait continuer, c'est le retour vraiment du public dans les salles obscures. Cette fiction de 92 minutes, réalisée entre octobre et décembre 2009 à Nyono et à Bamako, est une production du Centre national de la cinématographie du Mali. Le film a coûté 380 millions de francs CFA. Ces 380 millions, il faut reconnaître que c'est le matériel de production qui est budgétisé, c'est la salle de montage qui est budgétisée, mais l'argent frais pour le cachet des acteurs, des gens qui ont fait la musique, costumes, nourriture, etc., ça a coûté 150 millions. Mais le film n'est pas kinoscopé. Le film n'est pas en 35 mm. Or, pour que le Mali soit présent à FESPACO, il faut que le film soit en 35 mm. C'est-à-dire qu'on a tourné en haute définition. La haute définition ne participe pas aux compétitions en FESPACO. Donc il nous faut de l'argent pour que ce film-là puisse être kinoscopé. Toile d'araignée, une œuvre poignante, crue, qui peint sans phare tous ces excès d'une époque certainement révolue de notre société, un sujet qui cependant marque encore aujourd'hui les esprits et provoque des ondes de choc. Voilà le cinéma malien qui refait surface avec cette production de très belle facture du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, une structure dirigée par Moussa Wane, réalisateur de son état et lui aussi auteur de plusieurs œuvres cinématographiques. Toile d'araignée, un film à voir absolument et qui sera d'ailleurs programmé dans les semaines à venir en Guinée-Conakry et au Sénégal. Le Sénégal, justement, là où le professeur de maths et militant farouche contre l'arbitraire Ibrahima Ly est décédé en 1989. Alors, du cinéma, nous allons retrouver le théâtre et direction Lex-Blumba où notre équipe de reportage était lors de la représentation inédite d'un spectacle théâtral et chorégraphique intitulé Ala Tesnogo, qui veut tout simplement dire Dieu ne dort pas. Cette œuvre de 75 minutes est une autobiographie inspirée de la vie socio-professionnelle du promoteur de la structure Blumba, Alioune Ifran Diaye. La mise en scène de ce spectacle est une signature d'un N'Chi Traoré assisté du français Jean-Louis Sago Duvoro selon la tradition du Koteba. 5 personnages principaux jouent en parfaite synergie dans cette pièce. Commentaire, Ibrahima Traoré. Dieu ne dort pas. Œuvre autobiographique, prémonitoire et satirique, Ala Tesnogo, Dieu ne dort pas, dépeint les tares de la société malienne. Le style et la simplicité. Les thèmes évoqués sont entre autres la corruption, l'égoïsme, le népotisme. Les protagonistes, Alifra, l'entrepreneur culturel, Super Bougou, la géomacienne, l'inspecteur Banyengo, le fonctionnaire indélicat. Le directeur est sorti. Sa voiture est devant la porte. Vous souhaitez solliciter une audience? Voici les formulaires. Ala Tesnogo, c'est plusieurs concepts. Une forme d'autobiographie, du Koteba de danse contemporaine, parce qu'on a déjà fait une expérience de Koteba rap. Et là, on s'est dit, le Mali, les Maliens ne voient pas de danse contemporaine. C'est des œuvres qui existent aujourd'hui, qui tournent partout dans le monde. On a dit, on ne va pas être en marge de ça. En prenant le sens même du Koteba, de le dire, c'est-à-dire dénoncer les maux de notre société. En 75 minutes, Ala Tesnogo transporte à travers une dizaine de tableaux le spectateur dans le microcosme socio-économique du Mali, dominé par la raquette, la corruption, la jalousie et le népotisme. Tu veux la réussite de ton fils? Apprends-lui la trahison, la cupidité, l'indifférence au destin de la patrie, la religion de l'argent.
Quiconque a des problèmes pense déjà à aller voir un féticheur pour apporter une solution. Et quand on y croit aussi, ça se réalise la plupart du temps. C'est de l'art. C'est de l'art. Le rap, c'est de l'art, c'est de la musique. Le théâtre, c'est de l'art. Donc, on essaie de joindre les deux. Voilà, moi, je pense que ça marche assez bien. Alatesnogo est un métissage réussi entre le koteba et la danse contemporaine. Un mélange qui permet à cette dernière de s'intégrer dans les pratiques culturelles du Mali. Une aubaine pour les artistes aux multiples talents, tels que Ramsès le rappeur, Souleymane Sanogo le chorégraphe, Adama Bagayoko de la troupe psychiatrique du Point G, Aminata Baldé et l'inimitable Djara Sanogo, la Bougougneri nationale. Magnifique. Moi, c'est la première fois que je viens ici à Blomba pour voir un spectacle, mais il était génial. J'ai trouvé ça très extraordinaire, c'est très bien monté et ça nous permet de croire encore que c'est possible. C'était très rigolo et c'était très conforme à la réalité avec beaucoup d'humour et de finesse. Un chorégraphe muet, une jeune poétesse, un entrepreneur incorruptible et une géomancienne dotée de super pouvoirs, voilà les ingrédients d'un cocktail satirique où le koteba courtise la danse contemporaine. Un moyen pour l'auteur d'évoquer ses propres péripéties tout en scrutant l'horizon. Un avenir garanti par Wokloni, le sauveur de Blomba, incarné dans cette œuvre par le chorégraphe muet. Alatesnogo, un véritable gaga à vous couper le souffle. Dieu ne dort pas, un titre presque prémonitoire car c'était le dernier spectacle présenté au studio Blomba, cet espace culturel qui a fermé ses portes en avril dernier. Justement pour en savoir davantage sur cette fermeture après 5 années d'activité non-stop, nous recevons sur ce plateau son promoteur Alioune Ifran Diaye. Interview. Chérie, je te fais un gros bisou. Oui, je sais pas. C'était déjà la mise en scène d'une situation qu'on vivait en direct. Nous nous sommes dit, ça décrit un peu la situation du pays. On a écrit, on l'a mis en scène, mais on ne savait pas, on ne se doutait pas que ça allait aller au bout. C'est la fermeture de la salle. Ça a été promis, comme tu as dit, ça a un peu annoncé la fermeture de Blomba. Bon, les raisons, elles sont simples, hein. Elles sont, comment dirais-je, je ne me suis pas entendu avec la personne qui m'a confié le bail. J'ai trouvé qu'elle a voulu récupérer tout simplement son bail. J'ai été obligé de lui donner, tout simplement. Je ne me l'explique pas, c'est inexplicable. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, mon équipe et moi, à créer cet espace. On en a fait un lieu de référence, on en a fait un lieu qui produit de la culture. Et on en a fait un lieu de rassemblement. On voulait aller encore plus loin dans notre logique de mission de service culturel en indépendant. Bon, je pense que nous n'avons pas été assez protégés. Sans entrer dans le détail, je dirais ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'aventure de Blomba, c'est fini. Hein. Bon, c'est un lieu qui a disparu. L'esprit est là. Les ressources humaines sont toujours là. Et nous avons nos productions qui existent. Nous continuerons à produire. Et nos productions continueront à tourner en Europe, au Mali, dans la sous-région. La dynamique n'a pas été cassée, c'est-à-dire on a perdu des murs. On n'a pas perdu l'esprit Blomba. On n'a pas perdu tout ce qui était en train de se construire autour de Blomba. C'est que nous continuons à développer l'idée d'un studio
liées aux productions de programmes pour enfants qui s'appelle Workloni, qui existe déjà, qui est en train de se construire. On est en train de former une équipe de jeunes designers et de jeunes graphistes et d'animateurs 3D, 2D en dessin animé qui vont dans les mois à venir nous proposer des choses assez étonnantes. Nous allons reconstruire les murs de Blomba. En même temps, il y a l'aventure de la télévision qui est là, parce que c'est la télévision qui va être la vitrine de tout ce travail-là. D'une manière ou d'une autre, que ce soit la télévision publique ou la télévision en indépendant, toute cette démarche-là, toute cette dynamique qui se retrouve n'est pas à exclure. On va construire une nouvelle salle. Ça, c'est clair qu'on va construire une nouvelle salle. Peut-être mieux même que l'ancienne. Ça va prendre du temps. Mes partenaires ont plus ou moins donné leur accord de principe. Je suis en négociation avec l'État malien. Et je pense que dans 1 an ou 2, nous allons construire un nouvel espace. Maintenant, en attendant, nous allons continuer à produire du spectacle vivant, à produire des programmes télé, à collaborer avec des chaînes de télévision de la sous-région, du Mali, et à continuer à exister. Maintenant, comme je te le disais, on a encore à côté de Blomba l'intention de développer un studio de dessin animé qui est aussi en phase de démarrage. Tout ça va se retrouver avec la chaîne nationale pour vraiment créer une dynamique et faire que nous contribuions d'une façon efficace à la construction d'un Mali nouveau. Mon coup de cœur, qui est aussi un coup de gueule, c'est qu'il est temps que Maliens, on commence véritablement à se retrouver, à trouver une âme citoyenne, qu'on pense un peu plus au pays, qu'on s'engage à la construction d'un nouveau Mali, Malicois, qu'on pense à se retrouver, qu'on pense à construire rapidement une cohésion sociale, du nord au sud, d'est en ouest, qu'on pense Mali. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. Je pense que ça veut tout dire. Pensons Mali. Pensons Mali. Acteurs culturels, acteurs politiques, acteurs économiques, jeunes, vieux. Pensons Mali. Je ne dirais même pas d'ethnie, parce que nous sommes énormément d'ethnies dans ce pays. On est avant tout malien, avant d'être autre chose. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes sur le plateau de Tribune Culturelle, votre nouvelle émission 100% culture, une émission initiée bien évidemment par la division des programmes de votre télévision nationale. À présent, j'invite sur ce plateau Ibrahima Diombélé pour le grand format de cette émission. Bonsoir Ibrahima Diombélé, merci de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Modibo Soirée, bonsoir également aux téléspectateurs de cette nouvelle émission culturelle qui fait son apparition sur notre télévision nationale. Alors c'est toute une équipe, hein, et tu fais partie de cette équipe. Absolument, et une équipe bien consistante d'ailleurs, hein, non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan rédactionnel. Il y en a qui sont sur le plateau, il y a des reporters, il y a des superviseurs, mais c'est vraiment une grosse équipe qui veut vraiment donner un nouvel élan à l'espace culturel sur la télévision nationale. Moi, je pense que l'émission est la bienvenue et je crois que le meilleur est à venir toujours. C'est le premier numéro et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et tu viens de regarder tout à l'heure le reportage sur le studio Blomba. Ça a été dans la dernière représentation de cet espace qui avait séduit tant. Aujourd'hui, l'espace est fermé. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et c'est avec le cœur un peu meurtri que moi, je vois que la disparition de Blomba, c'était l'une de ces
meilleures attractions de la capitale malienne, en tout cas sur le plan culturel. Non seulement pour les hommes de culture, mais également pour le reste de la population qui avait choisi ce coin pour en faire un bon lieu de rendez-vous, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit même pour les réjouissances en famille. J'avais vu, Blomba, c'était le coin où on célébrait beaucoup de mariages, où les jeunes se rencontraient, où c'était l'occasion également, un bon vivier, quoi. Et puis, c'était une rampe de lancement également pour beaucoup de jeunes artistes dans le domaine musical, théâtral, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, franchement, je peux dire que les Bamakois ont été sevrés de quelque chose d'extraordinaire. Alors, le promoteur vient de l'annoncer dans cette interview que Boulomba va continuer toujours. Il est en train de se préparer pour ouvrir justement un nouvel espace. Pour moi, franchement, c'était également un bon élément en matière de décentralisation. Parce que les habitants de la rive droite avaient désormais quelque chose. Ils n'avaient pas tellement besoin de venir sur l'autre rive, la rive gauche, où généralement les coins de loisirs se sont concentrés. Franchement, c'était un bon élément de décentralisation, de déconcentration sur ce plan culturel. Alors, heureusement que son promoteur Alioune Ifran Ndiaye est à pied d'œuvre pour ouvrir un nouvel espace. Je suis sûr qu'il va le réussir, hein, et il est très entreprenant. Ok. À présent, nous allons continuer notre série de reportages dans cette émission culturelle, Tribune culturelle, j'allais dire, le grand format, je dis bien, le grand format de ce premier numéro de Tribune culturelle est consacré ce soir au Conservatoire multimédia Balafasséké Kouyaté, une école située au flanc de la colline du Pongé, à quelques encablures de Bamako. Aujourd'hui, cet établissement d'enseignement supérieur pluridisciplinaire accueille près de 300 étudiants répartis entre différentes sections, à savoir danse, musique, théâtre, arts plastiques, multimédia et bien d'autres. Bref, je ne vous en dirai pas plus. Je vous propose donc de regarder ce reportage au cœur du Conservatoire de Bamako, une réalisation de Ibrahima Diombélé. Lorsque le visiteur se lance à la découverte du Mali, forcément, il va à la rencontre d'une riche mosaïque culturelle. Et depuis maintenant 9 ans, un nouvel élément est venu s'ajouter au tableau de ce paysage culturel. Il s'appelle le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafasséké Kouyaté. Perché sur le flanc de la colline de Pongé dans un pittoresque paysage en face du palais de Koulouba, jouxtant le jardin zoologique, le conservatoire Balafasséké Kouyaté, tout comme un nid d'oiseau avec son architecture atypique, surplombe la cuvette de Bamako. Au-delà de cette image de carte postale qu'il affiche, le conservatoire Balafasséké Kouyaté reste ce vivier potentiel d'artistes sortis de l'imagination d'acteurs culturels et qui a pris corps en 2003. Ici, nous sommes dans un établissement d'enseignement supérieur. Le rôle qui lui est dévolu est d'assurer la formation artistique et professionnelle des créateurs. Les domaines retenus sont les arts plastiques, la musique, la danse, les métiers multimédia, le théâtre. Une concentration de plusieurs disciplines enseignées par un corps professoral comprenant des nationaux, mais également des étrangers venant de divers horizons. Le résultat, c'est la formation théorique et pratique et le renforcement des capacités des quelques 267 étudiants, hommes et femmes, dans les domaines choisis. Et ici, nous commençons notre voyage dans les méandres du Conservatoire Balafasséké Kouyaté par la section danse qui ouvre à l'apprenant des astuces et techniques modernes ou classiques. Elle est composée de 4 matières, la technique contemporaine, la composition chorégraphique, la danse classique et la danse traditionnelle. L'univers Balafasséké Kouyaté offre aussi un grand potentiel dans le domaine du théâtre. En s'appuyant sur le noyau que constituent les richesses nationales en la matière, la section danse, qui renforce ses acquis avec d'autres courants extérieurs, forme de futurs artistes comédiens et metteurs en scène. L'essentiel de la formation, c'est surtout la formation pratique. C'est la matière la plus rigoureuse. Sinon qu'il y a d'autres matières secondaires qui sont des matières d'initiation comme la théorie de la mise en scène, la dramaturgie, même le français pour maintenir le niveau des étudiants. Faisons maintenant un détour du côté des arts plastiques
peinture, dessin, sculpture et un apprentissage de l'outil photographique. Et dans une forêt de chevalets, un monde de couleurs, une imagination fertile qui coule au gré des techniques assimilées, les étudiants matérialisent leur talent. C'est ce qu'on appelle la nature morte et puis drapée. Donc, et puis certains feuillages aussi. Donc on est en train de faire avec leur valeur aussi. Les cours se passent très bien ici. Parce que les profs, ils sont bien dans leur boulot et puis nous, les étudiants aussi, on comprend beaucoup. Au conservatoire Bala-Fasségué Kouyaté, on égrène également les heures au rythme de la musique. Solfège, jazz, musique électronique et traditionnelle, une formation assurée par des professionnels d'ici et d'ailleurs. On y ajoute un studio d'enregistrement bien équipé, 16 pistes analogiques et numériques. Dédié à la formation artistique et professionnelle des créateurs dans le domaine artistique, le conservatoire Bala-Fasségué Kouyaté prépare ses étudiants au métier de technicien en multimédia, une discipline transversale qui peut venir en appui aux autres sections. Vous savez que le conservatoire est une école par excellence multimédia. Donc nous essayons de donner une formation d'infographie à tous les autres départements. Ouais, la musique, la danse, le théâtre, mais quelque chose à leur taille, aux besoins vraiment de leur spécialité. Sinon, là où nous agissons sérieusement en matière multimédia, c'est surtout le département multimédia. Nous utilisons des outils d'infographie, tels que les logiciels comme Photoshop, Illustrator, qui permettent aujourd'hui à l'étudiant sortant de pouvoir développer de grands projets en la matière et pouvoir servir à plus. Déjà près de 10 ans d'existence, le conservatoire Bala-Fasségué Kouyaté, qui connaît quelques difficultés de parcours, a le mérite d'avoir enrichi l'industrie culturelle du Mali avec des professionnels qui donnent des résultats satisfaisants. Nous avons surtout un objectif, former ces artistes-là et leur permettre de s'installer à leur propre compte. Parce que toutes les formations qui sont données ici leur permettent justement de travailler avec et les structures privées et de s'installer à leur compte et également travailler dans le cadre de la fonction publique. Mais la fonction publique, comme vous le savez, généralement, pour un artiste, pour un créateur et un producteur, je pense que le mieux, c'est justement aller dans le cadre du privé. Je vous donne un exemple. Les grands artistes aujourd'hui, demandez-leur d'intégrer la fonction publique et vous diront non. Mais généralement, les étudiants sont tentés d'aller à la fonction publique pour avoir le salaire et assurer la retraite. Alors qu'un créateur, il doit avoir des objectifs beaucoup plus élargis qui leur permettent d'être libres, de travailler non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Conservatoire des arts et multimédia Bala-Fasségué Kouyaté, une belle histoire de formation académique d'acteurs, opérateurs et responsables culturels au Mali qui a commencé en 2003. D'abord, il y a un concours d'entrée très sélectif et il faut d'abord un niveau de bac, ne pas dépasser 25 ans maximum et il faut passer au concours parmi les 10 premiers parce que nous recrutons 10 étudiants par promotion et par classe. Dans le concept de formation qu'on a élaboré pour l'école, on a pris 3 grands axes. La formation traditionnelle, ça c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est la formation académique. Et le troisième axe, c'est tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Alors, perché sur les hauteurs de Bamako, le conservatoire Bala-Fasségué Kouyaté scrute encore l'horizon avec cette certitude. Il faut toujours densifier la recherche dans le domaine culturel et artistique au Mali. C'était donc un reportage signé Ibrahima Diombélé au cœur du conservatoire multimédia Bala-Fasségué. Alors, c'est le grand format de ce soir. L'esprit du grand format Diombélé, c'est quoi en tant que réalisateur de cette rubrique? Justement, je dirais que l'esprit du grand format épouse parfaitement les contours de l'esprit de cette émission culturelle, parce que c'est dans ce cadre justement que le grand format, l'une des rubriques de l'émission, va focaliser le regard, l'attention sur chaque fois l'un des pans essentiels
en tout cas un domaine qui contribue de façon significative à la promotion de notre culture. Bon, cette fois-ci, c'est bien, les conservatoires Bala Faseke Kouyaté, peut-être dans le prochain numéro, ça sera le musée national, un numéro d'après, ça sera un instrument de musique, pourquoi pas. Et, le numéro suivant, ça peut être un autre pan de la culture malienne, une habitude, une culture, voilà. Alors, ce premier grand format, n'est-ce pas, réalisé sur le conservatoire multimédia Bala Faseke, ça t'a pris combien de temps? Bon, si on compte un peu avec les différents rendez-vous qu'il fallait prendre avec les responsables de la structure, parce que ce n'est pas évident, et s'il faut prendre également le temps du repérage, parce qu'il faut venir voir ce qui se trouve, ce qui se passe sur place, ensuite prendre l'équipe, ça prend environ une semaine, 10 jours de tournage, et quand on ajoute les temps du montage également, ça nous amène jusqu'à 2 semaines. Mais as-tu rencontré des difficultés pendant le tournage? Difficultés, non, pas en tant que tel. Vous savez, sur place là-bas, c'est des hommes de culture. Je t'apprends rien, Swart, je me permets de t'appeler Swart. Je t'apprends rien, Modibo, qu'avec les hommes de culture, généralement, on est à l'aise. Hein? Vous voyez quand on fait l'interview avec un homme de culture, hein, j'ai beaucoup de respect pour les autres, mais il n'y a pas trop de E, de A. Ils sont très directs. Alors, quand tu as besoin de quelque chose, ils te le disent, et de la manière la plus simple, la plus ouverte. Et sur ce plan, pas de difficultés. Alors, justement, nous allons appeler sur ce plateau, hein, le patron, j'allais dire le directeur général du conservatoire multimédia Bala Faseke Kouyaté, M. Abdoulaye Konaté, sur ce plateau pour en débattre. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le directeur. Merci, monsieur Konaté, de nous rejoindre sur le plateau de Tribune Culturelle. Alors, vous venez de regarder le reportage sur votre structure. Vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que tout est dit là. Vraiment, je ne peux que remercier l'URTM pour ce travail colossal et qui reflète essentiellement ce que nous donnons comme formation à l'école. Une fois encore, monsieur le directeur, merci d'être venu. D'abord, on va vous poser cette question. Depuis quand vous êtes à la tête de cette structure? Je crois que j'ai eu la chance d'être le premier directeur de l'école. J'ai participé à l'étude architecturale et après, nous avons participé aussi à l'élaboration du programme. Je suis pour le moment le premier directeur. Je suis sûr que quand vous arrivez, c'était un homme passionné qui venait pour une mission passionnante. Et une dizaine d'années après, est-ce que c'est toujours le même cas? Vous avez toujours la passion de cette activité, de cette mission qu'on vous a confiée? Oui, je pense. Je pense parce que l'objectif de l'école, c'est la formation des cadres. Et la formation pour un artiste, c'est capital. Je pense que le fait d'être artiste, c'est d'abord une passion. Et quand on vous donne une mission, je pense que ça ne peut être qu'une passion pour que les élèves aient un niveau vraiment de qualité par rapport à la culture malienne. Alors, monsieur le directeur, comment vous vous sentez dans cette mission, vous en tant qu'artiste plasticien? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Certainement que l'école, on a beaucoup de problèmes. Ça, c'est, quand on doit former des jeunes, c'est sûr qu'il y a des problèmes. Mais je pense que c'est dans mes objectifs. J'allais dire que d'abord, pour moi, l'idée c'était d'avoir une école privée. J'avais un propre projet que je voulais faire. Et après, les autorités, notamment quand Alpha Oumar Konaré était président de la République, il a entendu parler de mon projet et lui-même, il avait un projet d'école. Donc voilà, de discussion en discussion, nous avons fusionné les deux projets et je suis là pour vraiment aider les élèves pour avoir ce niveau supérieur qui manque absolument au Mali. Alors, quand vous venez, vous avez des objectifs, hein, et on va voir le bilan à mi-parcours. Est-ce que, si vous me demandez de nous faire un peu le bilan de ce que vous avez fait tout à l'heure, êtes-vous satisfait ou vous avez un sentiment plutôt mitigé? Je pense que la formation d'une jeunesse dans le domaine de la culture, ça prend du temps. Nous sommes à une première décennie. Moi, en venant, je pense qu'il faut s'attendre
Pour avoir vraiment des fruits de qualité au niveau de l'école, il faut s'attendre à 2 à 3 décennies. Pour qui connaît la formation supérieure, on sait que c'est difficile à atteindre, surtout sur le plan culturel. Mais je dirais que je suis plus ou moins satisfait de ce qui est déjà sorti comme résultat parce que nous avons déjà certains cadres qui sont à la production. Vous savez, monsieur le directeur, il n'est pas rare d'entendre dans notre pays dire que bon, voilà, la culture, c'est le parent pauvre des préoccupations des autorités. Est-ce que vous, votre école qui est dédiée justement à la promotion de la culture au Mali, est-ce que c'est une école qui reste également la plus pauvre des instituts ou des grandes écoles de notre pays? Est-ce que vous avez ce sentiment? Non, pour le conservatoire, je ne dirais pas ça. Je pense que nous sommes très bien soutenus par le budget national, par l'État malien, mais aussi par beaucoup de partenaires. Donc je pense que les élèves qui sont au conservatoire ont une très grande chance. D'abord, l'effectif. Ils sont 10 par classe. C'est très rare de voir une école en Afrique et même en Europe où les élèves ne sont que 10 par classe. Donc c'est vraiment très sélectif. Et l'école est équipée. Nous fonctionnons à 90% sur le budget national et ça c'est vraiment à saluer. Et le reste nous l'avons avec la coopération internationale, notamment la coopération française, les États-Unis, le Danemark, l'Espagne. Il y a beaucoup de partenaires qui nous aident et aussi des privés maliens. Donc je pense que nous sommes dans les meilleures conditions de travail pour que les élèves vraiment aient un niveau supérieur. Nous disons aussi que nous avons l'aide de la coopération cubaine, parce que nous avons beaucoup de professeurs cubains qui donnent des cours à l'école. Vous avez l'habitude de vous entretenir avec des Cubains, comme il a évoqué tout à l'heure, et qui enseignaient là-bas. Et on le sait, on ne peut pas parler aujourd'hui, on ne peut poser aucun acte aujourd'hui sans faire allusion à la situation de crise institutionnelle, humanitaire que nous vivons. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Est-ce que vous vous êtes touché un peu par ça? Est-ce que c'est coopérant? Je voulais justement aborder dans ce même sens-là, parce que la dernière fois, quand on a tenu la journée culturelle au conservatoire là-bas, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de Cubains. Les Cubains n'étaient pas avec nous. Je me rappelle, il y a 2-3 ans, ils étaient là avec nous. Pourquoi c'est là aujourd'hui? Non, vu la situation politique au Mali, presque tous les coopérants sont rentrés. Donc on avait 2 professeurs américains qui sont rentrés, il y avait 3 professeurs espagnols qui sont rentrés, et il y avait à peu près 16 Cubains qui sont rentrés. Sans parler d'autres professeurs qui viennent ponctuellement. Mais ceci dit, je pense qu'après ça, on a eu aussi l'arrivée de certains professeurs français. Et en novembre, il est prévu que d'autres arrivent. Nous avons écrit pour la coopération cubaine, donc nous attendons la réaction. Mais est-ce que ça n'a pas d'incidence sur la qualité maintenant de l'enseignement à votre niveau? Est-ce qu'on peut savoir, et puis ces gens, ces professeurs, ils enseignent quelle discipline là-bas? Est-ce que non, il y avait toutes les disciplines. Par exemple, les professeurs cubains, c'était essentiellement les disciplines pratiques, c'est-à-dire les instruments, le piano, la guitare, la flûte, la percussion. Et pour les Espagnols, c'était aussi surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Ça, nous avons aussi les professeurs français qui donnent beaucoup ces cours. Mais ce que nous avons pris comme décision depuis le début de l'année, c'est que nos meilleurs étudiants, les premiers de classe qui sont sortis, étaient déjà là, sous forme de contrat, pour travailler avec nos professeurs étrangers. Donc, immédiatement après leur départ, les assistants ont pris le relais pour boucler l'année. Qu'en est-il de l'enseignement de nos instruments traditionnels là-bas? Nous avons commencé uniquement avec la kora, avec l'excellente Mani Diabaté. Notre objectif, c'est de continuer petit à petit pour que les instruments traditionnels s'intègrent à l'école. Parce que c'est aussi un des piliers de la formation pour nous. Pourquoi cette école? On l'a déjà posé. Nous pensons que notre culture ne sera valorisée que par nous, par le pays. Si les traditions, les instruments traditionnels, ceux qui ont eu cette formation traditionnelle n'ont pas de diplôme,
Est-ce que cela veut dire qu'ils ne doivent pas être présents dans nos écoles de formation? Nous avons eu énormément de problèmes. Au début de l'école, on a fait 3 ans, on n'a pas eu ce problème, mais après, voilà, les financiers ont dit, voilà, il faut des diplômes, il faut ceci, cela. Mais je pense que c'est une erreur que les pays africains doivent rapidement corriger, peut-être par des prises de décision politiques au niveau du gouvernement, pour que tout ce qui concerne la formation artistique traditionnelle puisse intégrer très rapidement la formation de nos jeunes artistes. Sans cela, on va apprendre la culture des autres et on va oublier notre culture. Et nous pensons que c'est fondamental, c'est une décision politique que l'État doit prendre très rapidement pour mettre en valeur tous ces grands traditionnalistes qui existent aujourd'hui. Mais dans votre cas précis, vous êtes à quel niveau dans la résolution de ce problème de diplôme? Nous avons proposé un décret pour valoriser certains grands artistes. Bon, bien sûr, avec les événements, on a eu tellement de changements. Donc nous attendons, nous espérons que l'État va prendre très rapidement une décision pour vraiment valoriser notre culture traditionnelle. Alors, monsieur le directeur, en dehors des problèmes de diplôme, est-ce que vous rencontrez aujourd'hui d'autres difficultés au sein de l'établissement? C'est beaucoup plus dans la construction, les espaces, parce que comme on est en train d'ouvrir petit à petit de nouveaux départements, parce qu'on a commencé avec 3 départements, maintenant on est à 6 départements. Et pour nous, l'essentiel, nous pensons aussi ouvrir un département design lié à l'artisanat, parce que nous pensons que ce secteur a besoin de nouveaux souffles pour que les produits puissent s'adapter à nos réalités aujourd'hui. Donc, nous espérons ouvrir d'autres départements. J'ai parlé du design, mais nous pensons à la photo, nous pensons aussi à la télé. Alors, côté technique? Côté technique, ça va. On a avec la coopération, bien sûr, j'ai dit, on a beaucoup. Par exemple, du côté de la France, nous recevons à peu près 24 professeurs français par an, parce que nous avons créé un réseau qu'on a appelé Bois Sacré. Et dans ce réseau, on a commencé à 3. Et maintenant, on est à peu près à 17 écoles qui sont partenaires de ce réseau Bois Sacré. Donc, chaque mois, nous recevons 2 professeurs français. Mais la particularité qu'on a eue depuis 2 ans, c'est qu'on est en train d'étendre le réseau, pas seulement entre Bamako et les écoles européennes, mais c'est entre les écoles africaines et les écoles européennes. Parce que l'idée pour nous, c'est de créer un réseau mondial au niveau de la formation artistique pour que les jeunes puissent se connaître et pour qu'ils puissent travailler ensemble, quel que soit leur continent. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit des futurs étudiants du conservatoire? Le message que j'ai à lancer, pas seulement pour les futurs, mais aussi ceux qui sont là-bas et ceux qui ont terminé, le fondamental de la culture, c'est d'abord le travail. Le travail continu et aussi analyser ce qu'on fait. Demander l'opinion, l'avis des autres sur ta production, mais ne jamais arrêter de travailler. C'est vraiment ce que j'ai à donner comme message à notre jeune génération. Où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui les sortants de Bala Faseke Kouyaté? Je pense qu'à DFA, il y a certains qui sont là-bas, à DFA Production. Je pense aussi qu'il y a certains qui sont dans l'enseignement, qui ont passé à des concours. Il y a certains qui sont à la police, parce que nous formons aussi des gens qui viennent de l'armée. Donc il y a des gens qui sont dans l'armée, dans la police, à la gendarmerie, mais aussi des gens qui sont dans le secteur privé. On le sait, vous formez les jeunes dans le domaine musical. Mais est-ce que vos compétences s'élargissent également à la formation d'autres acteurs de l'industrie culturelle? Non, nous avons 6 départements. Les départements, il y a la musique, il y a la danse, il y a le théâtre, il y a les arts plastiques, les multimédias et l'ingénierie culturelle. L'ingénierie culturelle, c'est à partir de la maîtrise que les élèves viennent, donc c'est ouvert aussi aux professionnels. Ils font 18 mois de formation. Les autres départements, ils viennent avec le niveau bac, ils font 5 ans de formation. Merci donc, monsieur le directeur, pour tous ces éclairages. Merci à toi aussi, Ibrahima Diombélé. Merci. Vous allez rester
pour suivre le reste. Pour suivre le reste, en attendant, je vais lancer le prochain reportage. Et d'ailleurs, nous allons aborder le dernier sujet de ce premier numéro de Tribune culturelle, avec bien évidemment un événement qui a eu pour cadre la structure qui nous accueille, j'allais dire l'Institut français du Mali. Alors ici, le Jazzy Koumben Festival de Bamako a soufflé sa 4e bougie. C'était du 2 au 5 mai dernier, l'occasion pour l'association culturelle Nyokon Koumben, initiatrice de la manifestation, de réunir sur le même plateau des grands noms du jazz africain et français. Dans cette émission, nous allons donc revenir sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture qui a été marquée par une exposition de photographies du français Sébastien Riesek. L'expo rassemble une sélection de photos axées autour du thème de la musique et notamment du jazz. Reportage Didia Kone. Initié par l'association Nyokon Koumben, ce festival s'inscrit depuis sa création en 2009 dans une véritable démarche de démocratisation culturelle des spectacles inédits à travers le district de Bamako. L'événement rassemble à chaque édition des artistes venant de divers horizons pour fêter et partager dans la plus grande communion le jazz dans toutes ses composantes. Le Jazzy Koumben Festival est un événement multiculturel et pluridisciplinaire résolument inscrit dans la rencontre nord-sud et le dialogue des cultures musicales. Il propose une programmation riche d'échanges entre artistes d'ici et d'ailleurs. Malgré l'instabilité à laquelle notre pays est confronté aujourd'hui, malgré la situation très difficile dans le nord du pays, nous avons tenu à faire vivre ce festival pour les millions d'amoureux de la musique et particulièrement du jazz qui, par leur pratique, leur engagement et leur enthousiasme, contribuent à nous donner foi et confiance pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au sein de l'association Nyokon Koumben, orientée vers la promotion du jazz au Mali. Cette 4e édition du Jazzy Koumben Festival s'exprime surtout en images à travers la rétrospective des concerts jazzy organisés dans notre capitale. Baptisée Jazzy, l'exposition présente une 50aine de photographies prises pendant les précédentes éditions. C'est aussi l'occasion de retrouver de grands noms de cette musique vus par l'œil aiguisé du photographe français Sébastien Riesek. J'ai couvert les 2 dernières éditions du festival Jazzy Koumben et l'association m'a sollicité pour faire une rétrospective de ces éditions précédentes que j'ai complétées avec des images d'autres festivals, de concerts de Sélingué, de Ségou et de concerts du CCF. Voilà. Ce photographe et vidéaste Sébastien Riesek est installé au Mali depuis 7 ans. Professeur au centre de formation professionnelle CFP de Bamako, notre photographe du jour a animé plusieurs ateliers sur les techniques de la photo et autres images numériques. Et au fil des années, de nombreux artistes maliens et africains sont passés devant son objectif lors de concerts et festivals ou même de séances de studio. C'est vraiment des instantanés des concerts auxquels j'ai eu la chance d'assister ici et on y retrouve des grands noms de la musique malienne, du jazz notamment. Là, il y a 24 photographies issues des 2 dernières années de reportages que j'ai eu la chance de faire ici au Mali. En marge de cette soirée de lancement de l'acte 4 du Jazzy Koumben Festival de Bamako, le public a eu droit à une animation musicale non de moindre assurée par Chérif Soumano et son ensemble en présence de Christian Rouillet, ambassadeur de France au Mali et de plusieurs autres personnalités.
ainsi se referme le premier numéro de Tribune Culturelle, votre nouvelle émission 100% culture. Nous osons espérer en tout cas que vous avez été édifiés à travers ces quelques sujets que nous avons pu proposer dans ce magazine. Je remercie toute l'équipe de production qui m'a aidé à préparer ce magazine, du coordinateur au réalisateur en passant par nos collègues du centre émetteur du Point G. Grand merci également au personnel de l'Institut français du Mali pour sa précieuse collaboration. À vous aussi, merci infiniment de votre aimable attention. Salut et à très bientôt sur l'ORTN.